Bienvenue à nouveau, justement, à notre conférence Lutter pour notre avenir contre le racisme, la haine et l'intolérance. Et vous avez vécu ce matin des présentations de jeunes leaders de notre secteur. Nous avons aussi entendu la sénatrice Kim Pate, qui est une alliée justement pour l'abolition des prisonniers immigrants et a donné un grand soutien afin d'assurer la citoyenneté aux immigrants, aux réfugiés ainsi que à leurs enfants et aussi lorsque les gens font face justement à cette perspective d'expulsion. Nous avons eu un début réussi avec bon nombre d'enjeux déjà déposés sur la table. Merci à nouveau pour vos bons commentaires alors que nous allons entamer nos discussions davantage ce matin et la conférence est disponible dans les 2 langues officielles. Nous avons de l'interprétation simultanée en anglais et en français. Pour vous, pour ceux qui écoutent le français, si vous avez des problèmes d'audio, alors veuillez envoyer un message dans le clavardage en privé à Stephanie Brown, alors à Feedloop aussi si vous éprouvez des difficultés d'audio ou de son. Si vous êtes là ce matin ou vous étiez là ou vous vous joignez à nous maintenant, au bas de votre écran, il y a un bouton du côté droit pour l'interprétation simultanée. Vous pouvez y cliquer et vous pouvez choisir la langue de votre choix pour participer à cette conférence. Et s'il y a des questions destinées aux panélistes, veuillez utiliser votre bouton Q et A, questions et réponses. Et si vous avez des questions pour vos panélistes, veuillez utiliser votre bouton Q et A ou questions-réponses qui est situé au bas de votre écran également. Maintenant, lutter pour notre avenir, contrer le racisme, la haine et l'intolérance. Et la pandémie a exposé des inégalités socio-économiques dans le pays et des désavantages disproportionnés en ce qui touche la race, le genre et le statut. Nous avons vu une augmentation dans le racisme, de la haine, de l'intolérance, particulièrement envers les Autochtones, les Noirs, les musulmans et les Asiatiques. Alors donc, ici, on va cibler nos discussions sur les leaders qui sont actifs dans cette lutte pour contrer le racisme. Et aujourd'hui, ma collègue, mon amie Amira El-Gawabi, elle va se joindre à nous. Elle est journaliste et défendresse des droits. Elle est directrice des programmes et de la sensibilisation à la Fondation canadienne de relations raciales et avant cela, elle faisait partie des communications des droits humains et cette commission, elle a promu pendant 5 ans aussi pour promouvoir les droits des musulmans au Conseil entre 2012 et 2017. Et Amira une très grande prière pour contrer la haine et promouvoir l'inclusion, aussi à titre de membre du réseau d'anti-haine et elle fait aussi partie de l'Institut Silk Road. Et en 2015, la discussion était intitulée Multiculturalisme. Est-ce que ça vaut la peine de défendre ou non? Et elle était aussi commissaire sur la Commission canadienne de l'engagement démocratique et aussi elle fait partie de la conférence 2022. Amira contribue au Toronto Star et Star Progress. Amira, à vous la parole. Merci beaucoup, Debbie, et félicitations à vous et à toute l'équipe d'Octasie de tenir cette conférence très importante et à tous les participants de prendre le temps de se joindre à nous aujourd'hui. Alors, cette plénière, lutter pour notre avenir, contrer le racisme, la haine et l'intolérance. Quel sujet d'importance. Je vous proviens d'Ottawa, justement du territoire d'Abigashakwan et j'anticipe de participer à notre discussion ce matin. J'espère que vous profiterez de notre panel de conférences perspicaces et bien informés. Comme beaucoup d'entre vous le savent, les crimes et les incidents haineux sont devenus beaucoup trop fréquents dans diverses communautés au Canada, ce qui témoigne d'une montée troublante d'intolérance et du racisme. La montée des médias sociaux, les politiques identitaires qui divisent au Canada et dans le monde
et surtout les Métis, les communautés autochtones et bien d'autres. Justement, comme j'ai mentionné, cette montée des médias sociaux, les politiques identitaires qui divisent au Canada et dans le monde, ainsi que l'augmentation subséquente de la désinformation ont fomenté la haine qui continue de se manifester de façon dangereuse, voire mortelle, comme nous l'avons malheureusement constaté l'été dernier lors du meurtre tragique de plusieurs membres de la famille Afzal. Ce phénomène qui s'aggrave est une menace directe pour les idéaux de multiculturalisme, d'équité et d'inclusion auxquels le Canada aspire et constitue une préoccupation croissante pour ceux d'entre nous qui croient que chaque personne dans ce pays mérite de vivre dans la dignité et de rechercher son plein potentiel. Ces tendances signifient que beaucoup d'immigrants, de réfugiés, de migrants et d'autres communautés minoritaires doivent faire face et faire l'expérience d'attitudes profondément blessantes et effrayantes, d'obstacles systémiques et de racisme. Que pense le secteur des services aux immigrants et aux réfugiés de tout cela? Quelles sont ses responsabilités? Quelles leçons pouvons-nous tirer de ceux qui y sont confrontés depuis des années? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles nous ferons de notre mieux pour répondre avec notre panel et nous vous invitons bien sûr pour vous, parmi vous présents dans le public, à poser vos questions. Veuillez les déposer dans le clavardage et nous les surveillerons tout au long du débat. Permettez-moi maintenant de vous présenter nos panélistes. Sarah Jamal, la directrice exécutive du Disability Justice Network of Ontario. Amal Madibo, professeur associé au département de la justice sociale de l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario de l'Université de Toronto. Merci beaucoup. Amy Go est présidente du Conseil national canadien-chinois pour la justice sociale et Selma Toba est travailleuse en développement communautaire au London Inter-Community Health Center. Alors, bienvenue à vous, Selma. Alors, commençons par entendre chacun d'entre vous décrire brièvement comment vous voyez l'impact de la haine et du racisme sur votre travail et pourquoi cette question nécessite une action. Alors, on va débuter avec Sarah. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, je n'ai pas fait euh, beaucoup de panels en 2021, alors je tenais à être ici. Alors donc, Hamilton, justement, a un grand volume d'aide et de racisme ici à Hamilton, au Canada, et nous savons que les gens avec des handicaps au Canada éprouvent les plus hauts taux de violence au sein de leur collectivité, qu'il s'agisse de haine, de racisme, d'agression sexuelle. Alors, 18 des femmes dans leur vie seront victimes de tels actes. Lorsqu'on ajoute le racisme à ce mélange, on voit beaucoup de gens avec des handicaps qui justement ressortent du domaine médical ou industriel et qui éprouvent des difficultés pour contrer la violence au sein de notre système juridique, judiciaire et d'enseignement. Alors, on veut soutenir les gens qui sont racialisés et qui vivent de la violence dans notre pays. Lorsque je pense à la violence, et surtout pour les gens racialisés ou handicapés. Alors donc, dernièrement, il y a quelqu'un qui, oui, dans un pénitencier de l'Ontario qui a été tué par le gardien alors qu'il aurait dû bénéficier de soutien. Il était là et il est mort. Et bien, même chose pour un homme somalien. Il a été tué par la police suite à des plaintes. Et je pense à bien d'autres, justement, bien d'autres personnes qui ont été tuées en partie en raison de leur handicap. Nous euh, voyons cela aussi dans certains camps en crise et ici, il y a des camps qui finalement s'établissent dans les centres-villes et dans notre centre-ville. La majorité de ces gens ont des handicaps et ils ont été justement soutenus par des systèmes d'abri, mais ils ne sont pas équipés pour les gens qui abusent ou consomment des substances. Et on demande à ces gens de faire partie du système et de changer leur corps de façon systémique. Et c'est très difficile. Nous avons beaucoup d'Autochtones et des gens racialisés qui vivent en pauvreté et il y a des campements qui vivent de la violence des voisins ou des résidences du voisinage simplement parce qu'ils existent. Et il n'y a pas beaucoup de recueil de données auprès de Statistique Canada à cet effet pour obtenir de l'assistance. Alors, voici certaines des lacunes qui sont mentionnées dès le départ. Merci beaucoup, Sarah.
pour ces remarques d'ouverture et c'est beaucoup de choses à quoi penser. Alors, Dr. Amal, à vous la parole. Vous êtes en sourdine, Dr. Amal. Pardon? Ah, vous êtes là. Maintenant, nous sommes en mesure de vous entendre. De CACI d'organiser cette conférence cruciale qui met sur place des politiques canadiennes telles que la loi sur les langues officielles, la charte et la loi sur le multiculturalisme. Donc, Sarah Jama vient juste de souligner les identités multiples, un aspect qui s'applique également aux Noirs francophones au Canada. L'héritage de Mathieu d'Acosta nous apprend que les Noirs francophones font partie intégrante de la société de la nation canadienne. Il y a plusieurs générations de Noirs francophones, troisième génération et plus, deuxième génération, première génération et ainsi de suite. De par notre race, nous, les Noirs francophones, subissons le racisme systémique anti-noir, à la fois dans l'ensemble de la société canadienne et au sein de la francophonie. De par notre langue, le français, nous faisons face à la discrimination linguistique qui favorise les anglophones au détriment des francophones. Des nouveaux arrivants et nouveaux immigrants noirs francophones ont recours aux services tels que le service d'établissement. D'autres ont recours aux services de santé. Ces services sont majoritairement disponibles en anglais et ceux qui sont offerts en français ne tiennent pas compte du racisme anti-noir. Par conséquent, des services ne sont pas adaptés au vécu des Noirs francophones. De plus, pendant que des Noirs francophones utilisent ces services, très peu occupent des positions clés d'offres de services. On s'attend à ce que les Noirs francophones établis parmi la troisième, deuxième ou première génération, par exemple, soient inclus dans ces positions clés, mais ce n'est pas le cas. Cette marginalisation renvoie au racisme anti-noir qui donne lieu à l'exclusion des Noirs francophones des positions clés au sein des institutions francophones et renvoie également à la marginalisation linguistique qui débouche sur la marginalisation du fait francophone. Toutefois, les identités multiples des Noirs francophones signalent également des stratégies de résilience que nos communautés développent afin de combattre le racisme anti-noir et la discrimination linguistique et améliorer les lois canadiennes telles que les lois que j'ai mentionnées afin de bâtir un meilleur avenir. Merci. Merci beaucoup, Dr. Amal. Amy, if you could take a few moments, please, to share with us. Si vous pouvez prendre quelques secondes pour partager avec nous, Amy. Merci beaucoup. Je suis très reconnaissante de vous parler du territoire des Anishinaabe, des Mississauga et de notre confédération et ainsi les Wendat. Nous reconnaissons la présence des Premières Nations métisses et Inuits de Toronto. Merci beaucoup. Maintenant, en 2021, 252 000 projets d'antiracisme ont été enregistrés en collaboration avec ICCSJ qui lie les Chinois et la COVID. C'est les Chinois qui ont apporté le virus. Nous avons entendu tout, les tensions chinoises. Et les Chinois ont partagé ce virus partout à travers la planète et on cible les Chinois, on est blâmé pour la COVID-19 et toute cette haine sur les médias sociaux a été prouvée physiquement dans des attaques que les Canadiens, les Chinois canadiens et Asiatiques canadiens ont vécu en 2020 et en 2020-2021. 1100 aux 1050 incidents ont été signalés ont été signalés en raison du racisme et de la haine à Vancouver et on parle de personnes injuriées et des actes physiques incluant des femmes, des familles. Mon frère
qui, qui est un aîné. Et dans les années 70, on lui a lancé un objet sur la rue et ma sœur, on lui a craché, on a presque craché sur elle alors qu'elle se dirigeait vers le travail. Alors, la pandémie a vraiment jeté la lumière sur la perception du péril jaune et on s'y réfère comme étant les Chinois, Japonais, Canadiens depuis les années 1800, dès le début de l'histoire du Canada. Ce terme se réfère non seulement au, au Chinatown, au Japantown, qui était sale, souillé et infecté de virus, ainsi que toutes les collectivités. Mais le terme est que le racisme jaune allait justement porter atteinte à cette race et la pandémie a amplifié et ce racisme systémique enraciné qui crée ce péril. En même temps, la pandémie a jeté la lumière sur la perception des Chinois qui sont à jamais des étrangers et nous répétons à nouveau encore et encore et encore des générations plus tard au Canada, on se fait dire les Chinois de retourner en Chine. Alors donc, essentiellement, les Chinois canadiens n'ont pas de place ici au Canada. Notre loyauté est toujours remise en question. Alors, cette pandémie a mis en lumière justement les Chinois canadiens qui font partie de cette minorité qui a débuté aux États-Unis dans le mouvement des droits civils, ciblant les Noirs, les Américains noirs, les Chinois, les Américains également. Et on voit que ce racisme est un outil de division, d'oppression pour éviter que les Chinois se prononcent, se manifestent et se revendiquent. Alors, que fait le gouvernement canadien justement pour mettre fin à ce racisme croissant? Après des mois de lobbying, finalement, la définition d'antiracisme chinois a été inclue dans la stratégie d'antiracisme et Okassi, Kassa et bon nombre de nos collègues, en fait, ont travaillé très fort pour lutter sur ceci et ont travaillé sur le projet et aussi pour obtenir cette définition finale qui maintenant paraît dans cette stratégie d'antiracisme. Ensuite, juste avant l'élection, le gouvernement a annoncé le budget. Et ce que le budget annonce, c'est que d'accord, alors on va vous lancer un os de 11 millions de dollars pour lutter contre le racisme anti-asiatique par le biais d'une coalition nationale. Ce que ça signifie justement que tous les Chinois canadiens qui ont dû surmonter ces attaques d'antiracisme indiquent vous êtes un groupe, vous n'êtes pas un groupe homogène. Alors, vous devez travailler ensemble. Vous méritez seulement ce montant d'argent et vous ne pouvez travailler sous un titre et le gouvernement va transiger avec vous sous un seul groupe pour lutter l'antiracisme, pour lutter le racisme. Et c'était cité à nouveau et à nouveau pour justement pour que nous soyons homogènes et que les minorités vont mériter uniquement cette petite attention, ces petites ressources, ce petit montant. Encore une fois, toute cette attention sur l'antiracisme et du fait que c'est mentionné uniquement une fois dans le budget augmente le fait qu'il n'y a aucune reconnaissance pour le racisme systémique, aucune reconnaissance pour bâtir de façon structurelle une réforme et passer en revue comment nous fonctionnons au Canada à travers les services gouvernementaux, les politiques et les lois. Nous sommes ici aujourd'hui, malheureusement, nous avons beaucoup de travail à faire et beaucoup de chemin à parcourir. Merci beaucoup à vous, Selma. Merci beaucoup, Amira, et merci, Debbie, de m'inviter ce matin. Je suis de London, Ontario, qui
fait partie d'un des sujets très importants ce matin, tel que mentionné. Il y a 4 mois et demi, 4 membres de la famille Epsaleh ont été tués. Et alors que je me préparais pour mes remarques ce matin, je crois que j'étais à bouche bée à savoir comment communiquer, à quel point les gens se ressentaient ici, surtout au sein de notre communauté. Et en plus euh, de la tristesse et de la colère et du deuil, il y a beaucoup de confusion. Une confusion à savoir, on dirait que le monde ne s'est pas arrêté après ces événements qui ont eu lieu et nous sommes retournés à nos vies telles qu'avant, mais bon nombre de communautés, justement. Alors donc, je ne crois pas qu'on soit comme avant. Et je crois que c'est partagé par tellement de communautés partout à travers le Canada qui ont éprouvé des pertes euh, à nouveau et à répétition. Et nous sommes à risque justement simplement parce que nous existons. Je veux partager, mais je n'ai pas de preuves de la part de la communauté des musulmans, mais cet été, il y avait quelque chose tiré de Berkeley, de Stanford. Ils ont fait un sondage au sein de communautés aux États-Unis et au Canada et ils ont trouvé que plus de 80 des répondants ont signalé justement qu'on n'était pas pris de façon sérieuse par justement l'entrepreneuriat et bon nombre de participants avaient peur, se sentaient insécures pour ce qui était de leur avenir et 82 avaient éprouvé des crimes dans les derniers mois. Pendant le confinement, on ne se voit pas aussi souvent, nous sommes à la maison. La moitié des répondants ont quand même éprouvé des crimes d'anti-haine. Alors, ce qui manque souvent des discussions est une compréhension de la magnitude de l'enjeu du problème. C'est important parce qu'on ne peut pas l'aborder si on ne comprend pas, on ne peut pas le définir. Si nous n'avons pas une compréhension de ce racisme, de ce phénomène, comment pouvons-nous l'aborder? Et j'énoncerai qu'il n'y a pas une prise de conscience sociale pour ces communautés justement racialisées. Et la première étape pour moi, je crois, est de tenir ces conversations et d'avoir une bonne compréhension des expériences des communautés racialisées en ce qui touche la haine, la violence que nous devons confronter et qui nous ont touchés l'été dernier. Et en discutant de ces expériences, c'est comme ça que nous pouvons Thank you justement so much. aborder tous ces enjeux touchant la haine. Merci beaucoup pour vos réflexions et merci à tous les panélistes. Et maintenant, je vois des gens justement qui indiquent leurs propres questions dans la boîte de clavardage pour les questions-réponses. Si vous avez une question précise pour un panéliste en particulier ou une panéliste en particulier, veuillez l'indiquer, mais nous pouvons aborder cette discussion dans le détail. Alors, Sarah, si vous me permettez, alors vous avez parlé des identités multiples que les gens détiennent et comment elles vont vivre la discrimination de diverses façons. Qu'est-ce qui manque de façon à ce que les gens puissent recevoir du soutien en matière d'anti-haine et de discrimination? Alors, d'après ce que j'ai vu, selon ce que les gens ont vécu, souvent, on manque les conversations. Lorsqu'on parle de certaines choses, on est formé à discuter de la façon que les gens se sentent. Mais lorsqu'on pense à une personne handicapée et qui vit un crime de haine dans les institutions, les établissements de santé ou médicaux ou d'enseignement. Et il ne s'agit pas de parler uniquement des émotions, des sentiments, mais il y a beaucoup plus de choses manquantes partout à travers le système. Il faut passer en revue qui souvent a l'occasion de parler de ces questions et quelles sont les voix quelles sont les voix que nous ignorons. Lorsque je pense du système de justice au Canada, on touche
sur tout ce qui est semblable ou ce qui se ressemble, les David Loftovskis ou les hommes blancs qui parlent d'oppression aux ceux qui sont opprimés, mais on n'entend pas parler des Noirs ou d'autres qui ont vécu justement des attaques de haine. Alors donc, juste au début de la pandémie sur Twitter, il y avait des gens qui disaient littéralement, je n'ai pas d'accès à la nourriture, à un abri. Alors, j'avais utilisé l'assistance ou le décès assisté comme solution de rechange et le gouvernement ne voulait pas prolonger la loi ou l'étendre parce que les voix que nous avons entendues lorsqu'on parle des profondeurs de la pauvreté, où il y avait même des Blancs qui disaient, nous voulons avoir le choix de pouvoir mourir. Alors, nous n'entendons pas parler des gens qui ont ces choix. Et lorsqu'on parle des gens qui sont sans abri ou le racisme, nous n'entendons pas parler des gens qui vivent le pire. Nous entendons parler des gens qui peuvent prendre la tribune et même moi-même, y compris. Alors donc, et il faut s'éloigner de cela et d'entendre parler les gens qui parlent habituellement de ces enjeux et nous devons nous diriger vers les gens que nous n'entendons pas, qui vivent dans le silence. Et les systèmes médicaux, les médecins ne sont pas formés sur l'accès, l'autonomie qui touche les handicapés. Alors, il faut comprendre la vie des gens qui vivent avec des handicaps. Ce n'est pas une surprise que dans notre pays, nous investissons plus de financement dans l'enfance plutôt que dans la vie des gens qui éprouvent du racisme médical. Et lorsqu'on passe au système carcéral, quelles sont les façons que les handicapés pourraient obtenir une autonomie pour revendiquer leurs droits? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de gens dans nos pénitenciers qui ont des handicaps et qui n'ont pas de soutien? Et l'interprétation de ces définitions n'existe pas dans notre système, dans les pénitenciers. Nous avons beaucoup de chemin à faire et autant que nous entendons parler de crimes anti-haine quotidiennement, quand même, on fait manque de soutien dans notre système. Il y a des crimes de haine et on va prioriser beaucoup d'autres choses avant de donner du financement aux gens qui ont besoin de manger, qui ont besoin d'abri. Alors, il faut parler de crimes systémiques et de racialisation et ce que ça représente de vivre la haine dans nos communautés. Sinon, on n'aura pas ces clauses plus favorables et positives. Alors, je vais demander aux panélistes de ralentir lors de vos propos aux fins de l'interprétation. Merci beaucoup, Sarah, pour bon nombre de points importants, particulièrement lorsqu'on parle de haine. Alors donc, oui, il faut justement aborder ça, surtout lorsque c'est de façon systémique. Maintenant, docteur Amal, en français. Affecte les Noirs dont la langue maternelle est le français. You're muted. So, yeah, sorry for that. Désolée pour cela. C'est de contrer le racisme à deux niveaux, l'égalité et aussi au sein de la francophonie. Les Noirs francophones sont au Canada depuis longtemps et la communauté est diverse, très diverse. Tel que mentionné, nous sommes là depuis des générations et néanmoins, nous sommes considérés comme de nouveaux arrivants, alors à l'intérieur, à l'extérieur, à l'étranger. Alors, le premier exemple est en mesure des services reçus. In English, and B, the services that are in French are not adapted to the lived experiences of the Black Francophones. Black Francophones are
we face a dilemma whereby we receive services, but we do not offer services. We do not offer services due again to the anti-Black racism at the two levels, societal levels. Consequently, Black Francophones, regardless of the generation they belong to, are excluded from the key positions, such as key decision-making positions, such as offering services. Again, this goes back to Encore une fois, là, c'est le racisme anti-Black et encore une fois, c'est au niveau des francophones et la francophonie actuellement, que ce soit d'autres institutions ou quoi que ce soit, ou l'éducation ou les universités ou quoi, incluent les francophones noirs qui contribuent et actuellement les minorités francophones aussi qui contribuent à ce niveau sont dans les langues officielles aussi. Le bilinguisme, les ressources sont aussi exclues dans ces institutions des anglophones dans ces institutions. Je suis désolé, mais et ainsi de suite. C'est avec les francophones. Merci beaucoup, Stéphanie. Et vous avez parlé actuellement, dans les communautés qui sont avec pandemic in terms of some, as you mentioned, some recognition. How would you describe how folks within Asian Canadian communities are feeling right now about the way that this type of racism and discrimination has been taking some prominence in a national discourse? So I think it's been a very painful time for us. I had the privilege of speaking to newcomers, parents, children, seniors. Many of them are immigrants in Mandarin, in Cantonese, and in English, and also professionals, multiple generations, born in Canada, fourth generation, as well as newcomers themselves. The general feeling is that the whole pandemic has been a triggering event. And I've noticed one of the questions posed was the mental health. It has been a triggering event because all these racist incidents not only make us feel, pas seulement ça nous sent ce qui se passe et les inquiétudes, nos parents, nos enfants aussi. Le plus important, c'est les antécédents du racisme qu'on a expérimenté dans les écoles à cause des problèmes que nous avons expérimentés aussi. Et plusieurs d'entre nous ont parlé aussi de leur expérience dans le milieu du premier travail. Et ils ont fait 5 années de racisme et de problèmes. Et il fallait qu'elle bâtisse cette expérience canadienne au niveau du harcèlement et de l'intimidation qu'elle a eue pendant 5 ans. Et en même temps, je vois que la résilience et la consistance, les personnes qui se sont battues, j'ai été étonné par les jeunes, incluant ma propre nièce, qui n'était pas intéressée par la justice sociale à cause de la pandémie. Ce qu'elle a témoigné ici, en train de traiter les patients
qu'il appelait le virus chinois dans le système de la santé publique et l'impact dans la communauté racialisée, l'incidence de cette inflexion-là, elle veut faire plus et qui veut se battre plus. Je pense que toutes ces choses, le traumatisme, mais aussi ça a été à travers notre histoire, les groupes communautaires qui se sont levés, qui se sont soulevés. Bien entendu, c'est un long voyage pour nous. On dit que le gouvernement aussi dans leurs gestes et beaucoup avec la collaboration et le partenariat. J'ai été vraiment traumatisé ici et que je suis encouragé et motivé par ces aspects positifs et cette énergie de notre communauté à travers le tout. Merci beaucoup. Cette idée de la résilience interne, et je pense qu'il résonne à travers le tout. Et Salma, je sais que je vous allais parler de ce genre de résilience à l'interne. Est-ce que vous pouvez décrire pour nous, là, qu'est-ce que sont ces défis en faisant le genre de travail que vous faites? Je pense que je dois... je suis d'accord avec ma collègue, spécialement avec ce qui s'est passé à London, l'acceptabilité concernant la santé mentale et les services de la santé mentale que nous avons besoin. Là. Les gens ne sont pas au courant là, de comment accéder les santé mentales, pas seulement en tant que crise, mais et les services aussi, essayer de maintenir ce bien-être mental. Et spécialement pour les gens, pour les nouveaux arrivants, pour les gens qui viennent d'arriver aussi. La seconde chose qui est importante aussi de en mentionner concernant l'accessibilité, c'est les coûts qui sont vraiment extrêmement importants et les désavantages pour les gens qui ont tendance à être racialisés. Je pense que la barrière ici concernant les coûts et la navigation à travers ceci, la disponibilité des fournisseurs de services, de travailleurs sociaux, des thérapeutes qui fournissent des services mentaux informés pour les groupes racialisés, que ce soit les Noirs, que ce soit les Asiatiques, que ce soit les populations indigènes, les Arabes, et l'impact sur la santé mentale et ce que nous avons besoin aussi est l'embauche de racialisés. La question ici qui revient de façon régulière en parlant de la résilience et de comment est-ce qu'on peut essayer de pouvoir aller de l'avant quand nous avons dans une négation constante, comment est-ce qu'on peut trouver le fardeau de ce mal, où est-ce qu'on fait? Et en parlant avec de résilience et de ces blessures-là qui n'ont jamais cicatrisé, là, cette violence interpersonnelle que nous avons, mais aussi la violence systémique que nous expérimentons aussi. Et avec cette violence systémique, j'inclus ce traumatisme qui vient de cette société et comment est-ce qu'on peut avoir cette résilience. Et le dernier commence aussi, et j'ai vu cette notion-là qui vient de plusieurs communautés concernant la résilience et que l'idéal serait, j'aurais préféré avoir, être
L'idée ici, l'idéal et la réponse à bâtir l'idée et qu'on n'a pas à avoir peur là pour pouvoir aller de l'avant. Merci beaucoup, Salma. Et effectivement, là, la santé mentale aide nos participants à et comprendre c'est quoi l'impact pour les immigrants, les réfugiés, comment on peut prendre ceci et certains ont fourni. Et je me demande si Dr Amal peut parler de l'impact de cette santé mentale, de la santé mentale sur ces l'impact. Je dois dire ce que ma collègue a dit concernant les membres de la communauté. La majorité des gens, avec la marginalisation, le langage qu'on utilise, et la résilience dans ce cas, avec les gens, il y a les francophones noirs qui sont musulmans, par exemple, mais cette identité au sein de la communauté est invisible. Le manque de capacité, les Noirs, à cause de leur langue, qui est le français, mais aussi le fait qu'ils sont une minorité au sein d'une minorité. Et je viens d'une communauté, des membres de la communauté qui sont visibles ou invisibles et qui ne peuvent pas voir. Ils sont racialisés, l'islamophobie est invisibles, ils ne sont pas reconnus ou identifiés comme musulmans aussi. Donc, il y a une barrière systémique concernant l'accès aux ressources communautaires. Cette multiple identité minoritaire impacte la santé mentale, la résilience de la communauté, que ce soit les Asiatiques, que ce soit au sein des communautés francophones, doivent se battre contre cette discrimination et l'impact que ça a sur les ressources et afin de pouvoir aider les gens qui souffrent face à ces discriminations systématiques. Et ce que ma collègue est en train de dire, les besoins de bâtir une coalition d'un côté et que ensemble est une catégorie de Noirs qui c'est comme être un rasoir à double tranchant, ou plutôt une lame à double tranchant, et penser au passé colonial et reconnaître la diversité et qui ça doit être au sein de la communauté et au sein de nos alliés afin d'avoir un futur plus brillant. Et ça, si vous voulez parler concernant la santé mentale, je sais que vous avez ouvert la session d'ouverture concernant les individus qui sont dans un système qui est supposé de les soutenir et ils ont des problèmes de la santé mentale et n'ont pas les ressources pour lesquelles ils ont besoin. Oui, je pense que la réponse 1, je vais rapidement mentionner ici. C'est une chose de dire que les gens ne connaissent pas où sont les ressources qui sont disponibles, mais beaucoup d'immigrants
il y a plusieurs barrières pour les immigrants qui viennent ici et ils ont dit avoir des services de santé afin de pouvoir avoir, par exemple, avoir une vérification de la santé là, avant de pouvoir, c'est bien entendu le ministre qui a accepté. Il y a un peur spirituelle pour pouvoir accéder les services de soins de santé, les manques de compréhension ici, et donc ça rend les choses plus difficiles pour l'accès à la santé mentale. Et je parle de la perspective d'être somalienne. Les gens savent que la santé mentale est un problème et c'est une autre chose là, de confortable à de demander des services comme ça. C'est comme une espèce de punition là, même avec des handicaps ici et reconnaître par exemple que qu'est-ce que ça veut dire accéder aux services de soins de santé là au pays. La peur dans le processus de l'immigration est notable et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent que les ressources sont ici, mais essayer de pouvoir accéder à ces services-là, il y a une espèce de stigmate et en termes de la criminalisation pour les gens avec handicap, que ce soit la police, que ce soit le système judiciaire, c'est un problème où le seul endroit, euh, c'est, par exemple, c'est euh, essayer de pouvoir accéder à ces services à travers les services de police. Et actuellement, là, cette stigmate, il a appelé la police lui-même, il a on lui a mis le besoin, la raison pour laquelle il a été traité et que et il a eu peur de ce policier et ayant vu le dossier de cette personne, il n'aurait pas pu il n'aurait pas été tué là parce que on a beaucoup à faire ici avant de pouvoir commencer euh, à, à faire face à cette racialisation. Pourquoi? Les gens qui dans la communauté sont tués et avec l'historique de la colonisation, l'handicap qui a été créé afin de pouvoir mentionner les esclaves avec leur handicap, que ce soit les défendeurs des droits civils et que ce soit à l'école, suppresser certaines populations qui n'ont pas le droit à l'existence. Donc, il y a plein de choses dans notre tête. On pense, on ne veut pas penser que ces gens sont en train d'expérimenter la haine dans le pays, mais c'est un outil nécessaire de s'assurer que les gens qui ne peuvent pas être productifs ou utiles à la société sont poussés de côté. C'est la raison pour laquelle on est donné quelqu'un et qui appellent pour leur propre soutien, là, essaient de pouvoir, ils crient pour pouvoir avoir de l'aide et personne ne l'écoute. Et ça, c'est assez difficile à voir. Il y a beaucoup de gens qui parlent de racialisation et de COVID. Je me demande combien de gens ont été tués par la police, sont présents dans ce système. Le harcèlement, là, dans le système et on ne peut pas adresser toutes ces choses, que ce soit la santé avant de comprendre tout le problème général. C'est brillant, merci beaucoup. Et c'est toujours
Ça m'étonne de combien nous n'avons pas ce genre de données, et spécialement qu'on nous dit de façon spéciale, prouvez-nous le problème que vous décrivez, faites-nous voir c'est quoi le problème, mais si nous n'avons pas ces données, si nous n'avons pas ces outils, c'est un point important concernant les données et partagez avec nous les choses que vous savez. Je voudrais partager une expérience actuellement, que ce soit la santé mentale. On a été abordé par le procureur général 2 jours avant rendre la sentence et intervenir quelqu'un avec un impact de la communauté concernant un crime haineux. C'était contre un blanc contre des Asiatiques, des femmes asiatiques canadiennes. Et donc, c'est un problème de parler de l'impact, pas seulement sur l'individu, mais sur Et je dois dire que je suis désolé que je n'ai pas fait ce que je dois faire, de trouver plus concernant la personne qui a perpétré ce crime, mais c'était l'agression qui a pris dans un endroit public à Toronto, et c'était un agresseur blanc. Un jeune volontaire a passé toute la journée faisant cet impact, cet énoncé, et bien entendu, le vendredi, quand il devait donner la sentence, on savait que la personne qui avait accusé avait des problèmes de santé mentale. J'étais très en colère, j'ai été embarrassé et c'était un sentiment de culpabilité. Et cette personne avait des besoins de santé mentale. On n'aurait pas intervenu de cette façon concernant la déclaration d'impact. On aurait intervenu à pouvoir avoir du soutien pour cette personne accusée de ces crimes haineux. Et le juge a reconnu ces problèmes de santé mentale. La sentence qui a été recommandée par le courant de 12 à 10 mois, ça a été réduit. Et donc, pourquoi cette personne a été incarcérée? Qu'est-ce que ça aiderait? Comment ça l'aiderait? Comment ça l'aiderait à adresser ces problèmes mentaux dans le système incarcéral? Comment est-ce que ça pourrait aider la société et nous aider de façon collective à avoir quelqu'un de santé mentale incarcéré, quelle que soit la couleur de sa peau? Et j'ai été très embarrassé. Et ben voilà, ça c'est quelqu'un, un crime haineux et des problèmes de santé mentale. Et je me suis dit, mon Dieu, notre système de justice et les panistes sont en train de faire ça. Et tout le monde avait absolument aucune compréhension de racisme crimineux et la capacité qui est dans l'oppression, au sein de l'oppression des gens qui sont racialisés et qui sont minorités. J'étais vraiment très, très en colère et je voulais partager tout ceci avec tout le monde parce que très souvent, nous sommes ici et nous avons vraiment besoin de prendre cette approche intersectionnelle à tout ce que nous faisons et on ne peut pas prendre ces choses spécialement quand on est dans un système où le système de justice n'a aucune perception et aucune compréhension de ce que nous faisons face de nos valeurs et de nos principes.
et ils étaient vraiment irrespectueux, qu'ils nous ont passé 2 jours pour faire cette déclaration d'impact. En même temps, ils manquaient de respect à toutes les communautés qui sont handicapées, spécialement qui sont spécialement là pour ce qui s'est passé. Et donc, je voudrais partager cette histoire, mais en même temps, c'est une leçon à apprendre pour tout le monde. Merci. Oui, Amy. Et ça nous, on se demande parce que très souvent là, on parle de crimes haineux, mais on doit faire en sorte que que les que les perpétrateurs là, sont responsabilisés et toutes ces choses. Et ça, c'est cette conversation que j'ai entendue souvent. Et c'est mais comment est-ce qu'on peut discuter ce genre de problème au sein de la communauté afin de l'adresser dans ce pour ne pas renforcer la structure qui a été perçue. Docteur Amal, aussi, vous voulez ajouter quelque chose de cette session? Oui, à moins si on n'a pas, je suis désolé, mais ça peut être implicite, malheureusement, implicite de ce crime. Et donc, ce n'est pas facile de reporter ce genre de choses. Même les crimes peuvent être reportés dans le cas, au sein de laquelle je travaille. J'insiste, et quand je parle aux francophones noirs, et aussi, bien entendu, je parle avec les francophones noirs qui font face à ce racisme anti-noir, le profilage racial, la santé mentale qui impacte leur bien-être et ils reportent comme ayant être noir et pas comme francophone noir et bien entendu minant leurs droits de communautaires aussi. Et encore une fois, toutes ces choses ne sont pas faciles à collecter, que ce soit la discrimination, pas seulement qui sont, en fin de compte, c'est un groupe d'un sous-groupe d'un sous-groupe, et pas seulement qui sont noirs, mais ils sont francophones, mais ils sont musulmans aussi. Donc, ça crée beaucoup de problèmes et d'oppression. Merci beaucoup, Dr. Amal. Et quand on parle de données, on sait qu'il n'y a pas d'intersectionnalité en regardant des rapports de la police concernant les crimes haineux. Si vous êtes noir, français, musulman, francophone, les polices peuvent seulement cocher une seule case. Donc, il faudrait choisir, est-ce que vous êtes noir, vous êtes musulman ou vous êtes francophone? Oui, effectivement, mais aussi, je pense que et en parlant de santé mentale des perpétrateurs, ça s'est passé, ça se passe des, j'ai peu de patience pour les racistes parce que je ne pense pas que la santé mentale conduit au racisme. C'est une aberration, mais par contre, si ça influence
l'idéologie de cette façon. Autant que c'est important de collecter ces données et de l'envoyer au centre mental qui, j'ai pas de patience pour les auteurs d'une infraction qui utilisent la santé mentale pour éviter les conséquences néfastes mais le système leur permet, les Blancs, qui utilisaient les moyens afin de pouvoir avoir un tremplin pour éviter la justice. Certains des commentaires aussi que nous entendons aussi et que nous regardons dans la boîte, merci de les mettre. Je vois un couple de points concernant les commentaires qui ont été faits hier par le premier ministre de l'Ontario, qui sont vraiment dégradants aux immigrants. Si vous pensez que vous collectez seulement des bénéfices comme immigrants, et ça ne va pas se passer en couplant les choses là concernant, est-ce qu'on voit certaines communautés qui sont plus susceptibles au racisme et aux crimes haineux et comment on peut développer une approche holistique. Et je pense qu'il faudrait parler de l'influence de la rhétorique publique et dans ce canal principal autour de nous et ce qui se passe autour de nous, d'influencer comment les gens se traitent les uns les autres et ça crée un peu de pression. Probablement, je commence avec Salma pour commencer. Pourquoi c'est critique pour les politiciens d'être au courant de l'impact de leur rhétorique et de leurs paroles et expressions et comment, afin de pouvoir identifier les choses. Je pense qu'il y a un nombre de fois où nous savons que les auteurs d'infractions de violence sont incités par ces commentaires publics et donc c'est ça ce qui c'est là où découle le résultat et la violence. Je pense que c'est naïf de dire que les politiciens et les gens qui sont dans le secteur public n'ont aucun impact sur les actions de tous les jours. Et je pense que le commentaire qui a été fait par le premier ministre de l'Ontario remet en question plusieurs choses concernant le racisme, mais aussi les réponses de ne pas être dans le piège de penser que nous sommes racialisés. Non, actuellement, on fait un dur labeur, on a des diplômes, on a toutes ces choses. Et c'est assez important de reconnaître ceci. Ça met les immigrants dans cette boîte ou dans cet contexte et ça devient quelque chose qui n'aide pas. Et je pense qu'au lieu de ça, la probabilisation de la communauté ici, des problèmes, par exemple, la réponse doit être regarder le problème comme un problème général. Je pense que la réponse est de réseautage en identifiant les sources du problème. Et c'est quand nous avons cette reconnaissance et cette compréhension que nous pouvons aller de l'avant comme société généralement et aller de l'avant tous ensemble. Les autres panélistes, afin de pouvoir répondre à cette question autour de l'impact que la rhétorique politique et les événements que nous vivons, on voit la pandémie, ce qu'on a noté ici avec les groupes de suprémacistes blancs et si des couches qui se mobilisent en ligne et qui passent
à l'action. Vous avez le COVID, la xénophobie, l'antisémitisme, et en plus de ça, vous avez des couches, le racisme anti-asiatique, et donc c'est des couches qui se superposent et les groupes de haine qui galvanisent l'espace virtuel et qui a un impact majeur concernant cette et qui rendent cette situation inflammable. Et donc, comment est-ce qu'on peut regarder l'impact, pencher sur l'impact de cette et sensibiliser les gens là. Donc, un raciste blanc là qui va quitter la prison, là, c'est un rappel, je dois dire ici, que c'est quelque chose qui est un apprentissage continu pour moi. Et donc, à travers la pandémie, nous avons vu l'influence de la suprématie blanche anti-immigrants, anti-racialisation, anti-islamique, anti-tout, et qui est prévalente dans la vie et la société canadienne. Et c'est la raison pour laquelle avoir quelqu'un dans une position de leadership, de renforcer ceci est si dangereux. On sait que, nous le savons, c'est présent. On sait qu'avec les médias sociaux et tout ce qui se passe, mais ça renforce cette stigmate et ce sentiment de haine et ce genre de sentiment que quelqu'un qui s'appelle le nationalisme, ça l'appelle néo-système, ou là, à ce moment-là, ces suprémacistes blancs, ces valeurs, malheureusement, et le leadership comme Trump, comme d'autres personnes, Tristan, qui appellent, et Tristan continue à être étiquetée comme espionne chinoise. On a beaucoup de gens, la culture, le pop, la culture pop appelait ceci et faisant des remarques racistes. Et immédiatement, nous voyons un soutien très important pour ces gens dans les médias sociaux. Il y a des attaques parce que nous avons parlé contre ces leaders. Et je suis sûr qu'au Cassis, parlant contre Doug Ford, on voit la même réaction immédiatement pour les gens qui sont d'accord et amplifie ces voix telles que Doug Ford. Et on voit qu'avoir cet impact et doit être pointé du doigt parce que les vies sont à risque ici et je pense que cette islamophobie a résulté à des meurtres anti-asiatiques, a résulté à des pertes de vie. Et je pense que c'est Black Lives aussi, les vies noires importent aussi, sont un résultat de ce qui s'est passé. Ce n'est pas seulement les communautés blanches, mais, mais on sait que toutes ces choses-là ont été ont résulté à ceci par les racialisés, etc. Mais on a besoin de reconnaître que autour de nous, un de votre participant a mentionné que ces vues sont partagées par plusieurs
les migrants, des nouveaux arrivants, des immigrants, d'autres autour de nous. Et j'ai rencontré et je parlais à des aînés en ligne concernant le racisme anti-asiatique. C'était une session en mandarin. Il y a des remarques qui ont été faites concernant les indigènes, que sont les Noirs, et notre souffrance n'est pas justifiée, mais aussi la souffrance des autres est justifiée. Donc, je pense que quand je ne veux pas, bien entendu, mettre ou essayer de diminuer toutes ces choses, mais en même temps, il faut être capable à confronter ces vues et cette conception autour de nous. Comme agence des migrants, nous avons à avoir cette compréhension qui est au sein de tous nos programmes et services quand nous essayons de travailler dans un cadre de travail anti-racisme, anti-oppression. Et toutes ces choses doivent découler de cette orientation. Je dois dire, dans ma vie de consultante, quand je travaille avec des organismes à but non lucratif, je vois un manque ici de compréhension euh, autour de ces agences. La compréhension n'est pas complète ici et afin de pouvoir changer cette dynamique des pouvoirs, nous avons besoin de tout le monde, d'avoir la compréhension de tout le monde pour cette philosophie et ces choses d'anti-oppression et d'anti-racisme. Et je pense que c'est important et c'est à nous, en tant que fournisseurs de services, de travailler avec vous au sein de cette compréhension. Merci beaucoup pour ceci, oui, Amy. Oui, je travaille dans les services de sociaux de Statistique Canada. Il y a une section d'identification sociale qui voit que les répondants immigrants, 60% des répondants d'être fiers du traitement du Canada, des sociétés. Et dans cette société, et depuis leur arrivée au Canada, alors, le plus longtemps sont au Canada, ils voient que leur fierté décroît de comment le Canada traite tous les membres de la société. La réalité est que les gens commencent à interagir avec les institutions et d'autres organismes gouvernementaux. On voit des traitements discriminatoires. Docteur Amal, ici, comment est-ce que ceci correspond au travail que vous êtes en train de faire dans des communautés concernant la réalisation que la promesse vient avec un bagage là, et ce n'est pas toujours très... Oui, on voit de la vie des Noirs francophones. J'ai écrit un article concernant l'inclusion concernant les francophones noirs au Canada et, et, et je pense que il y a plein de choses qui se passent. Là, on est dans une phase d'adaptation, là où on réussit le plus. C'est en train de décroître. La troisième chose, la seconde phase, parce qu'il y a plus
quand on passe à la phase d'intégration, inclusion, identité, c'est moins, ça ne réussit pas beaucoup parce que ce qui a été dit plus tôt avec les minorités racialisées, que ce soit noires, ça a été éternellement des nouveaux arrivants, que ce soit les Haïtiens, que ce soit les Noirs, etc. Et ces choses se passent au sein de la première génération. La deuxième génération et la troisième, la seconde génération au sein des francophones, les francophonois au Québec, et la troisième génération est nettement plus exclusive que la deuxième génération, qui est la première génération qui lutte à faire ce genre de choses. Confidence in Pour Canada notre identité au Canada et notre confiance parmi les minorités racialisées chez les personnes noires francophones. Et je crois que cette donnée et cette recherche que vous avez partagée, Dr. Amal, est alarmante. Et pour nous qui avons travaillé dans ces espaces, mais de vous entendre justement d'étaler le dossier, et ça va à l'encontre de cette idée culturelle générale. C'était implicite dans les commentaires du Premier ministre. Et si vous venez ici, vous travaillez fort, vous serez accueillis et vous aurez réussi. Mais même ça, ce n'est pas vrai selon vos observations générales partout à travers le pays. Je me demande si les autres panélistes peuvent ajouter à cela. Et lorsqu'on parle de l'établissement et lorsqu'on accueille les gens, oui, tout se passe bien et toutes ces structures sont en place et le travail de Cassie et ses partenaires vont aussi soutenir le tout. Mais où se passe le manquement? Il y a un manquement majeur au sein du système si les conditions ne s'améliorent pas et en fait, si elles se détériorent davantage pour ces minorités, ces collectivités minoritaires, quels seraient les commentaires et quelle serait la défense, la promotion des droits? Comment aborder ces lacunes et cette finalité pour ces collectivités? En fait, les non-conformités existent, les manquements existent parce qu'en fait, pour les minorités aux États-Unis, ici, oui, c'est sûr qu'on veut accueillir les gens dans le domaine du travail, leur donner un emploi. C'est conçu en sorte que les gens arrivent, travaillent et seront exploités parce qu'ils sont très mal payés. Et les gens sont maltraités, ne sont pas traités de façon égale et de façon juste. Alors, pour répondre à cette question, il nous faut restructurer dans l'ensemble comment les gens et pourquoi les gens ont droit d'immigrer à ces endroits. Et soit qu'on soit vraiment, vraiment, vraiment à risque à titre d'immigrant ou on est super riche, on peut immigrer et on apporte le capital d'où on provient. Alors, ce système n'est pas conçu pour permettre aux gens de venir ici et de vivre de façon égale parce qu'il y a bon nombre de Canadiens qui sont ici et qui ne contribuent pas au marché de l'emploi. Et c'est bien parce qu'il y a beaucoup de Canadiens qui sont handicapés, ne peuvent pas travailler et ne pas pouvoir travailler. Ça fait partie de la nature humaine, de la condition humaine et ça va. Mais ce n'est pas tout le monde à qui on octroie les mêmes privilèges lorsqu'ils ne peuvent pas travailler. Alors, il faut déterminer ceux qui sont valorisés. On veut valoriser les gens qui sont en mesure de faire certaines choses et nous acceptons des immigrants dans ce pays. Et selon cela et selon les valeurs canadiennes, on ne parle pas de cette composante parce qu'il est très difficile de parler des lacunes qui existent une fois que les gens arrivent ici. Dr. Emil, did you want to weigh in on that? Because I saw you,
Dr. Amal, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose à cet effet? J'ai vu que vous vouliez répondre et de toute évidence, vous avez fait des recherches. Quelles sont vos pensées à ce sujet et des résultats finalement? Mais peut-être que j'étais la seule qui avait répondu à cet effet, mais lorsque le racisme anti-noir s'était manifesté, regardez les nombres des nouveaux arrivants et ceux qui étaient heureux, ceux qui étaient moins heureux, ceux qui étaient heureux de leur vie au Canada. Et je dirais que il y a une minorité, je dirais qu'il y a la classe moyenne de personnes noires est très petite en ce qui touche les nouveaux arrivants. Et même pour ceux de deuxième génération. Alors, la suprématie blanche existe, elle devrait être démantelée. Et selon mon expérience personnelle, ma génération précédente, je suis venue au Canada comme adulte. J'étais très heureuse que je pouvais m'inscrire à l'Université de Toronto et merci mon neveu, qui est de deuxième génération, a été admis à l'Université de Toronto. Il est canadien, il a grandi au Canada et il est horrifié du fait que de toutes les universités au Canada, il a vu qu'il y a de la police à l'université parce que nous lisons aussi sur la polarisation raciale et surtout sur les hommes noirs et qui augmente sur les campus universitaires et dans d'autres universités au Canada. Alors, il y a du racisme contre les personnes noires et ça doit être aussi abordé par des structures, une transformation structurelle majeure. Absolument. Nous avons une autre question de Maria Cordona. Elle demande quelle serait une solution de rechange positive ou favorable pour contrer justement le racisme et aussi la liste est très, très longue, c'est-à-dire les gens qui sont réfugiés ou autres pour aborder ces enjeux. Qu'est-ce que le gouvernement fait justement pour répondre à ces enjeux? Et la réponse est de divers aspects, mais je peux vous lancer la question, quel est le rôle du gouvernement? Et pour notre secteur ici, on parle au secteur de l'établissement. Comment est-ce que le secteur de l'établissement peut assurer le soutien, l'avance de ces objectifs politiques? Alors, on va commencer avec vous. Ensuite, on va passer à Amy, ensuite Selma et Sarah. Docteur Amal, à ce point-ci, je crois réellement que la loi canadienne, la loi fédérale, et, nous permet de vivre quotidiennement et aussi, il y a des gens qui reçoivent ce dont ils ont besoin, mais la loi canadienne doit être mise à jour et modernisée. Il faut la mettre à niveau pour tenir compte de ces questions contemporaines très importantes et les problèmes systémiques que ce panel a mis en lumière. Et dans mon livre le plus récent qui a été publié le mois dernier, j'ai recommandé que les Canadiens noirs soient considérés comme groupe désigné séparé. Ça va comprendre les minorités racialisées ou racisées parce que il y a tellement de groupes, mais cette catégorie de minorités visibles, si ce n'est pas, si ça ne donne pas de l'aide ou de l'assistance, c'est que ça cause d'autres problèmes et cause une cycle pour que finalement les Noirs soient exclus. Il faut améliorer notre statut parce que cela aura des répercussions sur d'autres politiques et ça va aussi guider nos pratiques, notre vie. Alors,
Il faut que les lois soient modernisées. Et pour cette modernisation, on a besoin de consultation. Et la loi qui mentionne le racisme seulement une fois doit reconnaître et utiliser explicitement, dans ce cas-ci, les Noirs francophones. Et il faut adopter un langage antiracisme à tous les niveaux. Et je crois que tous les instances canadiennes devraient adopter ça en ce qui touche la charte. Vous savez que l'article 1 de la charte garantit aux francophones une éducation de l'enseignement en français aux francophones. Et l'article 15 interdit le racisme. Mais ce qui manque, c'est l'intersection entre l'antiracisme et les francophones. En raison de cela, l'intersectionnalité dans la charte pour les Noirs, il y a, oui, des ressources d'enseignement disponibles aux francophones, mais les Noirs francophones sont exclus entièrement. Il faut moderniser ces lois canadiennes pour lesquelles nous tentons ou contre lesquelles nous tentons de lutter au cours de ces conférences. Et merci d'avoir partagé vos remarques. Merci beaucoup, Dr. Amal. Amy, je vais vous demander de tenir vos remarques assez brèves. Oui, je veux répondre à un des participants qui a demandé qu'est-ce qui a soulevé cela en ce qui touche le commentaire. On peut débuter avec cela au sein de l'organisation. On peut discuter de l'impact comme étant partie intégrante de la stratégie du racisme, d'antiracisme, de l'anti-oppression et de réviser au sein de l'organisation comment on bouge de l'avant, quels sont les obstacles ou non au sein de l'organisation en ce qui touche la promotion, la compréhension et l'inclusion, la diversité et aussi aborder les principes d'antiracisme et aussi de faire partie du mouvement OCASI. OCASI est justement un défendeur important. Nous avons besoin de gens sur le terrain pour partager ces données. Nous n'avons pas de données gouvernementales, mais OCASI a un grand nombre de données. Alors, comment analyser, recueillir ces données d'une meilleure façon pour promouvoir l'avancement des changements, des amendements politiques de sorte que OCASI puisse diriger le tout de façon à pleinement utiliser ceci et aussi engager un changement informé pour lutter contre le racisme. Alors, pour les agences d'établissement OCASI partout à travers le pays, non seulement en Ontario, le système ontarien peut faire partie de ce changement. Merci beaucoup, Amy. À vous, Selma. Oui, je crois que de pousser le changement à tous les niveaux de leadership est nécessaire. Et je crois que parfois, on nous donne ce mythe qu'il n'y a pas suffisamment de ressources à partager parmi tous. Mais il s'agit d'une priorité gouvernementale. Et il faut voir où allouer ces ressources. Et pour ce qui touche la xénophobie ou ce que les organisations ont demandé au gouvernement de surmonter, et non seulement à partir de la rhétorique, mais naturellement, on ne veut pas entendre tout ce qui touche les immigrants uniquement, mais MCCM ont demandé au gouvernement d'être en mesure d'effectuer certaines choses, tel le projet de loi 21. Et pour avoir le gouverneur général au Québec, les symboles religieux au Québec, et comment ça va justement institutionnaliser ces symboles religieux. Et c'est
Ces gestes n'ont rien à voir ici au pays et tous les niveaux de gouvernement doivent lancer ce message que le sétiment, c'est bien dans certains égards, mais il y a une responsabilité, encore une fois, d'établir le ton et aussi pour certains organismes comme CICIS. Alors, il y a des allégations de terreur et de pratiques xénophobes, par exemple. Nous avons et nous détenons la responsabilité à partir du gouvernement fédéral que les organismes sur le terrain ont demandé au gouvernement de mettre en marche des démarches de sécurité, de garantie pour que les gens puissent vivre en sécurité dans ce pays. Merci beaucoup, Selma. Il nous reste quelques minutes. Alors, Sarah, si vous voulez élucider cette question et comment les organismes d'établissement peuvent bouger de l'avant et peuvent promouvoir le changement. Une autre chose que j'ajouterais brièvement, je vais parler plus lentement, et une autre chose que j'aimerais ajouter brièvement, c'est que les organismes d'établissement devraient travailler ensemble pour pousser, et c'est justement dans certaines situations où les groupes sont financés par les divers gouvernements qui nous punissent justement pour promouvoir nos droits et qui soit implicite, qui soit énoncé de façon implicite. Alors, il faut pousser pour certains niveaux de financement. Et oui, ça nous prend du soutien sur le terrain. Il faut commencer à travailler ensemble et nous devons dire, et si vous voulez des changements structurels à titre de gens élus, vous ne pouvez pas nous éliminer, nous écarter et d'écarter les problèmes sur le terrain. On nous a dit juste faire une demande justement pour du financement provincial. Il faut finalement é- éviter certaines choses et c'est même pas incorporé, mais en fait, les gens avec les handicaps poussent pour le changement et c'est ce que nous vivons. Je ne peux pas imaginer les gens justement qui n'ont pas le statut. Les gens peuvent travailler ensemble. Génial. Je crois que nous avons entendu divers points de vue de vous toutes et Euh, et c'est très éclaircissant pour moi-même, pour ma part. Et je sais qu'on a eu ces conversations depuis longtemps, et moi-même incluse, et on pousse davantage. Ces conversations doivent faire partie du discours public. Et je dois dire qu'on n'ira jamais assez loin. Et c'est un des messages que l'on peut tirer d'aujourd'hui. On a tellement de chemin à parcourir et de le faire ensemble. C'est critique de continuer à promouvoir ceci. Je vais céder la parole à Debbie dans quelques instants, mais à titre de modératrice, j'aimerais remercier les panélistes pour leurs idées et j'aimerais remercier les participants pour les remarques, les commentaires et les questions qui sont nombreuses dans le clavardage. J'apprécie votre participation pour aujourd'hui. Je sais que la conférence va se poursuivre et il y aura d'autres thèmes à explorer et j'aimerais encourager les gens à apprendre de tous les organismes qui sont représentés ici, tels que l'organisme de Sarah et Selma et tout le monde ici qui représente leur propre organisme. Alors, inscrivez-vous pour les communiqués, les bulletins informatifs. Et je vais maintenant céder la parole à Debbie pour fermer cette séance, clore cette séance et ensuite on va poursuivre. Quelle séance incroyable, brillante. Et j'ai hâte de voir les messages qui entrent de la part de notre auditoire et des 470 personnes qui prennent part à l'appel. Merci énormément de faire partie de cette incroyable séance et merci à ces modératrices Selma, Amy, Sarah, Amira, Amal et de pouvoir faire le passage de l'anglais au français. Désolée pour le poste d'interprétation en français. Nous travaillons là-dessus et merci, merci, merci pour tous les enjeux que vous avez soulevés et toutes les questions soumises et ces conversations détaillées et profondes sur toutes les intersections, les collectivités. Nous devons bouger de l'avant avec tous ces enjeux qui ont été manifestés. Merci de nous avoir éclairés sur ce. Le travail doit être effectué, surtout pour l'accès
Alors, oui, il faut penser au vrai changement des systèmes et aussi ça va influer sur les comportements et l'impact pour les collectivités où on retrouve les handicapés, les personnes racisées, les réfugiés, les immigrants, immigrantes. Merci. Nos collègues francophones sont très heureux, Amal, que vous ayez pu vous exprimer en français. Merci à nouveau. Merci, merci. Merci Amal, Selma, Amy, Sarah. Merci énormément. Remplissez ce formulaire d'évaluation. Bon déjeuner. Nous allons vous revoir ici, je crois, à 13 heures. Alors, merci énormément pour cette conversation, cette discussion dynamique. Merci à nouveau. Merci à Debbie. Merci à vous, Debbie. Merci à Okazi. Merci, merci, merci.